France Bardon, le livre d'or de la sagesse ou la quatrième lame du tarot alchimie. Fragment du quatrième livre inachevé. Présentation du livre. La quatrième lame du tarot concerne le fonctionnement du quaternaire dans tous ses aspects. Point celui du microcosme ou petit quaternaire, qui est la manifestation humaine de la divinité triple ou ternaire divin dans les mondes mental, astral et physique individuels. Point celui du macrocosme ou grand quaternaire, qui représente l'univers créé, une fois que les trois grands principes divins créateurs, l'équivalent de la divinité triple ou ternaire divin humain, se sont manifestés. Il va sans dire que tout ce qui existe dans l'univers et qui est revêtu d'une forme, d'un corps, aussi subtil que soit sa substance, est contenu dans ce grand quaternaire. Aussi, cette quatrième lame concerne-t-elle plus particulièrement les lois universelles régissant la substance qui tisse ces corps multiples et notamment nos corps, corps physiques inclus et également le globe terrestre, corps dense de notre planète. Nous pouvons donc comprendre pourquoi cet ouvrage devait traiter d'alchimie, art relatif au travail sur et avec la substance, selon ces saintes lois. France Bardon dictait ses textes au magnétophone. Lorsqu'il fut arrêté en 1958, les bandes enregistrées furent saisies et jamais ce livre ne vit le jour. Alexandre Moriasson. Préface de France Bardon. Le quatrième feuillet du livre de la sagesse est la quatrième lame du tarot qui représente un sage et parfois un empereur. La description de cette lame est une aide immense pour les mages en général, pour ceux qui pratiquent la magie des sphères, et pour les kabbalistes car elle introduit ces chercheurs plus profondément dans les secrets de la sagesse et, de ce fait, elle les rend aptes à résoudre les plus grands problèmes de la vie. Ceci est possible non seulement du point de vue du savoir mais ce qui est plus important du point de vue de la connaissance, c'est-à-dire au regard de la sagesse. En effet, un initié doit toujours être capable de répondre à toute question susceptible de lui être posée. S'il suit la bonne voie, il doit pouvoir, en conformité avec les lois universelles, apporter la solution à tout problème rencontré. Celui qui ne s'intéresse qu'à la théorie élargira grandement, grâce à ce livre, ce type de savoir car il pourra répondre à toute question posée relative aux lois de l'univers. Toutefois, en bonne logique, toute la sagesse ne peut être contenue et expliquée dans un seul ouvrage. Une partie est néanmoins incluse dans le présent livre. Plusieurs aspects du sujet débattus dans chacun des trois ouvrages précédents sont maintenant éclairés. Aussi, celui qui pratique ce qu'offre ce livre apprendra-t-il plus sur les lois cosmiques et les effets de ces dernières, il étendra sa conscience et élargira ainsi son savoir. Et de fait, plus il identifiera son propre être avec ce vaste sujet, plus il sera saisi par la puissance grandiose de ces lois et plus il sera rempli d'un immense respect et considérera la divine providence avec humilité. De tout temps, dans les écoles secrètes qui formaient les prophètes et les prêtres, la quatrième lame du tarot, le livre d'or de la sagesse, était considérée comme la matière d'étude fondamentale, celle qui préparait les initiés à leur future et haute tâche d'instructeurs, d'initiateurs et de maîtres. Le présent ouvrage, en révélant les plus profonds mystères, est donc de nature initiatique. Les néophytes considéraient le livre d'or de la sagesse comme un examen de passage sur leur sentier spirituel. C'est pourquoi, ce quatrième ouvrage, à caractère scientifique, peut à juste titre être considéré comme le fondement de l'hermétisme. Tous les grands mystères, symbolisés par la quatrième lame du tarot, ne pouvaient jusqu'à nos jours qu'être transmis sous forme de symboles et ainsi ces arcanes restaient-ils obscurs pour tous ceux qui n'en avaient qu'une appréhension intellectuelle. Le lecteur appréciera, sans aucun doute, le fait qu'avec la permission de la divine providence, j'ai pris la peine de traduire ce quatrième livre dans le langage courant afin de le rendre plus compréhensible, non seulement par l'initié mais aussi par le non-initié, c'est-à-dire par le philosophe ou par le théoricien de l'hermétisme. Quiconque maîtrise bien le livre de la sagesse connaîtra de manière exhaustive les fondements de la philosophie hermétique et pourra être considéré, au regard des lois universelles, comme un philosophe de l'hermétisme. Toutefois, les fraternités et les ordres initiatiques qui enseignent la véritable connaissance ésotérique classeront notre philosophe parmi la pratique de cette philosophie.
Si ce quatrième ouvrage est accueilli avec le même enthousiasme que le furent les trois autres, la description de la quatrième lame du tarot, symbole du livre de la sagesse, aura alors rempli sa mission. Puisse le présent écrit être également pour le lecteur une source intarissable de connaissance et de sagesse. Puisse la bénédiction de la divine providence vous conduire tous vers un haut degré, sur le chemin menant à la perfection. France Bardon. Chapitre I. La religion hermétique. Le concept de « religion » s'articule sur deux idées fondamentales. La première est une conception du « relatif », la deuxième, une conception de « l'absolu », cette dernière constitue la religion universelle. Des origines de l'humanité jusqu'à nos jours, toutes les religions appartiennent aux religions relatives, qui ont eu un commencement, un apogée et, au cours du temps, une fin. Chaque religion relative a son propre fondateur. Je ne citerai pas tous les systèmes liés à ce type de religion. Toutefois, quiconque s'intéresse quelque peu à la divinité et à la philosophie religieuse, peut connaître nombre de systèmes religieux de ce genre. Ceux-ci sont tous sujets à la loi d'impermanence, sans égard à leur durée respective, que celle-ci ait été de centaines et de centaines d'années. La durée de vie d'une religion donnée dépend toujours de son fondateur et de ses divulgateurs. Cependant, plus une religion se fonde sur les lois universelles, plus elle véhicule et enseigne les vérités cosmiques, et plus elle durera dans le temps, mais plus ces doctrines déstabilisent l'individu, plus elles sont fanatiques, dictatoriales et autoritaires, plus son existence sera brève. Quoi qu'il en soit, chaque religion a eu, jusqu'à présent, des desseins bénéfiques et une mission spécifique. Quant aux systèmes religieux, ils ont toujours eu un caractère partial, cachant d'une certaine façon une partie des lois et de la vérité universelle, soit quant au symbolisme de celle-ci, soit dans ce qu'elle véhicule comme idéation. Un adepte authentique reconnaîtra dans chaque religion de ce type, quel que soit le temps où elle a pu s'exprimer, des fragments de quelques idées fondamentales qui représentent les lois cosmiques, dont l'origine réside dans la religion universelle. Il appréciera donc chaque religion selon ce critère, sans vérifier si celle-ci relève du passé, si elle existe encore ou si elle perdurera, car il est conscient du fait que chaque système religieux a les serviteurs que sa propre maturité mérite. Du point de vue de l'hermétisme, même le matérialisme est un système religieux dont les affidés peuvent ne pas croire en Dieu, ni en quoi que ce soit de transcendant, ils adhèrent à ce qui les convainc, ce qui importe le plus pour eux, la matière. Toutefois, l'initié sait que toute matière représente la divinité reflétée dans les lois de la nature et il ne condamnera donc pas l'être humain qui n'a que cette croyance. Plus l'homme aura mûri au cours de son évolution grâce à de multiples incarnations, plus il s'harmonisera avec les lois universelles et plus il pourra appréhender celles-ci dans leur profondeur jusqu'à ce que finalement aucune religion relative ne le satisfasse. Cet homme est alors prêt à adhérer à la religion universelle et pourra ainsi comprendre les lois cosmiques régissant le microcosme et le macrocosme. Ceci signifie que toute religion qui n'enseigne pas exhaustivement ces lois est relative et transitoire car les lois ne changent pas et ce, dès l'origine des temps jusqu'à la fin 276. L'hermétiste évolué peut appartenir à titre officiel à une religion donnée afin d'attirer l'attention des individus immatures, cela dépend de son désir d'obtenir cet effet ou s'il considère cette appartenance comme un facteur positif dans ses relations sociales. Toutefois, dans son esprit, dans son cœur et dans son âme, il professera la religion universelle, c'est-à-dire le culte des lois universelles. En réalité, un initié ne croit en rien dont il ne puisse être d'abord convaincu lui-même, ni en un Dieu personnifié ni en des idoles, mais il élève son regard vers l'ordre et l'harmonie qui sous-tendent toutes les formes d'existence. Ces quelques mots doivent suffire à démontrer la différence existant entre une religion relative et la religion de l'absolu. Chapitre 2. Magie et mysticisme. Dans les temps lointains, la magie et le mysticisme étaient enseignés simultanément et avec la même force didactique dans les écoles qui formaient les prêtres car ces deux concepts ont toujours constitué des fondements extrêmement importants de la science hermétique et ils continueront de l'être à l'avenir également. Dans le passé, toutes les sciences qui traitaient du plan matériel faisaient partie intégrante de la magie.
Aussi, tous les procédés techniques, quel que fût le domaine matériel auquel ils appartinssent, étaient-ils transmis de maître à disciple, au sein de la caste des prêtres. Toutes les sciences, notamment les mathématiques, la chimie, la physique et l'astronomie, relevaient donc de la magie. D'autre part, tout ce qui n'était pas concret tel la religion, la philosophie, le concept de Dieu, l'éthique, la pratique des vertus et les diverses facultés humaines dépendait du mysticisme. En conséquence, selon l'hermétisme, la magie ne peut être séparée du mysticisme car si les fondements de la connaissance que constituent les lois universelles et leur application dans le monde matériel font défaut, aucune faculté humaine, aucune vertu et aucune éthique ne peuvent se développer. Au cours de l'évolution humaine, les sciences axées sur l'étude de la matière dense se sont isolées d'elles-mêmes en raison de leur propre progrès. Elles sont devenues nécessairement indépendantes dès lors que les grandes lois relatives à l'énergie, à la matière et à la substance universelle lesquelles ne pouvaient plus être appréhendées au moyen des sens physiques et grossiers et dont la compréhension nécessitait un certain développement furent détachées de l'enseignement initial. Deux domaines se développèrent donc, le premier, celui de la connaissance de la matière dense, que l'on pouvait acquérir avec l'exercice de la raison et par l'enseignement intellectuel, le deuxième, la connaissance métaphysique, qui traitait des forces inhérentes au plan plus subtil de la substance universelle mais qui ne pouvaient être accessibles au seul intellect. C'est pourquoi, la connaissance métaphysique fut délaissée pour finalement ne relever que de la compétence des adeptes véritables. Cependant, un hermétiste qui s'adonne à la métaphysique doit comprendre, en raison de sa connaissance des lois universelles, le lien logique qui prévaut entre toutes les sciences existantes. Afin d'éviter toute confusion, je n'utiliserai pas le terme « métaphysique » dans l'exposé suivant mais je m'attacherai à celui de « magie » ainsi que les hermétistes le faisant initialement. En effet, la magie n'est, selon l'hermétisme, rien d'autre que la plus haute métaphysique traitant des pouvoirs inhérents à la substance universelle, dans ses degrés plus subtils, mais correspondant analogiquement aux sciences présentes, quelle qu'en soit la branche. Aussi, chaque fois qu'un initié parle de magie, se réfère-t-il aux forces inhérentes au plan subtil, aux lois régissant ceux-ci et aux effets qu'elles produisent dans le microcosme et dans le macrocosme, c'est-à-dire sur l'homme, son environnement naturel et dans l'univers entier. En conséquence, la véritable magie est la haute connaissance de ces capacités qui n'ont pas encore été, à ce jour, reconnues par la science officielle car les méthodes d'investigation de cette dernière telles lesquelles furent usitées jusqu'à présent ne lui permettent pas de les comprendre et de les utiliser, bien que les lois enseignées par la magie aient des correspondances analogiques dans toutes les sciences officielles de notre monde. Les réflexions et les conclusions rationnelles relatives à la science magique et à la mise en œuvre de celle-ci non seulement permettent au véritable hermétiste de reconnaître les pouvoirs inhérents au plan subtil mais rendent celui-ci apte à révéler les lois régissant ces plans, selon le point de vue adopté par toutes les sciences officielles de notre planète. À l'aide de clés diverses, le scientifique peut même étendre et élargir son savoir à toutes les branches de la science. L'esprit inventif se verra ouvrir un grand nombre de possibilités grâce à la magie et développera ses connaissances dans le seul domaine de la science matérialiste. Dans ce cas, l'évolution en conscience de l'individu est évidemment importante dans la mesure où celui-ci doit être déjà capable de trouver la correspondance existant entre les lois universelles gouvernant les plans subtils et le plan physique. Dans les pages suivantes, je vais traiter des différentes correspondances universelles et des effets qu'ont, sur les trois règnes de la nature, les pouvoirs inhérents aux plans subtils et qui attestent ainsi l'existence de ces derniers. En d'autres termes, je vais décrire l'application pratique des lois enseignées par la magie et il appartiendra à chaque lecteur d'utiliser cette connaissance et cette sagesse aux fins qui lui conviendront. Tout ceci tend à montrer clairement que la magie est pure métaphysique, pouvant être analysée selon les mêmes critères prévalents dans un domaine quelconque de la science matérialiste. Cela signifie aussi que la métaphysique n'est qu'une extension de la science globale de la nature. Il n'y a pas de magie sans mysticisme, c'est-à-dire pas de substance sans influence, effets et manifestations des lois car ces deux concepts fondamentaux dépendent l'un de l'autre. La magie ne peut être séparée du mysticisme et les deux doivent être traités en même temps et avec une égale importance.
L'hermétiste doit donc, dans ses études, s'adonner aussi bien à la magie qu'au mysticisme. Ceci implique qu'il doit toujours avoir à l'esprit les concepts de quantité et de qualité, et pouvoir bien faire la différence. La quantité est le pouvoir inhérent à la nature de la substance, la qualité se révèle dans les attributs, les effets, les forces qui s'expriment par la substance. Il ne doit jamais confondre ces deux concepts différents s'il ne veut pas créer un désordre énergétique. Rappelez-vous, magie est quantité et mysticisme est qualité. Lorsque, dans les chapitres suivants, je parle de qualité, j'entends toujours magie. Lorsque je parle d'influence, d'attributs, de capacité, de vertu, etc., je me réfère au mysticisme. Ceci a été une loi universelle depuis le commencement du monde et cela le restera jusqu'à la fin. Chapitre 3. Les mystres de l'anatomie hermétique. Dans ce chapitre, je vais conduire le lecteur depuis la magie et le mysticisme jusqu'à l'anatomie occulte de l'homme et réfléchir exhaustivement sur celle-ci, selon le point de vue de ces deux concepts. Ceci est fondamental pour une initiation personnelle. On pourrait écrire de nombreux livres, très accessibles, sur la magie et le mysticisme appliqués au règne minéral, végétal et animal. La quatrième lame du tarot symbolise la sagesse humaine et, par là, il est important d'apprendre et de bien connaître, selon la magie et le mysticisme, la nature de l'homme. Cet axe engrave dire sa propre nature, tout ce qui constitue l'ensemble des facteurs de son activité. Connais-toi toi-même, est une grande maxime de l'hermétisme qui nous incite à comprendre les correspondances occultes prévalant dans la structure humaine. Chaque précision résultera automatiquement de la connaissance des fonctions et des principes que je vais à présent décrire. 1. Le corps spirituel. Dans mon premier ouvrage, Le chemin de la véritable initiation magique, je n'ai fait que décrire brièvement le corps mental car la première lame du tarot ne permettait pas d'autre révélation. Dans ce livre, je vais élargir la connaissance de celui qui pratique la magie, en donnant plus de précision sur le fonctionnement de ce corps, selon le point de vue de la magie et du mysticisme. Le corps spirituel est tissé dans la plus subtile substance qui soit, celle-ci est appelée aussi matière. Il est relié à l'élémentaire, c'est accent grave dire au corps physique grossier, en raison de sa force de cohésion. Le corps spirituel est immortel et non soumis au temps ni à l'espace. Ces caractéristiques fondamentales lui permettent de s'adapter à et d'adopter n'importe quelle forme. La matière mentale, quelquefois appelée aussi matière originelle, est constituée de deux forces, l'une électrique et l'autre magnétique, qui s'adaptent toutes deux au degré de densité du corps spirituel. L'interaction de ces deux forces, dans ce corps, est appelée la vie éternelle. C'est justement dans ce corps que vous trouverez la conscience égoïque, ou conscience de soi, qui est la relation établie entre la puissance de la volonté, l'intellect, intelligence, et l'amour. Si l'un de ces trois principes fondamentaux manque, il n'y a pas de conscience de soi car c'est de cette trinité, érigée dans le corps spirituel, que résulte la conscience de soi qu'a l'esprit de l'homme. Si donc l'un ou l'autre de ces principes est exclu de la structure de l'être humain, la conscience de ce dernier ne fonctionne pas. Le développement de ces trois principes dépend du développement général de l'individu et de son degré d'évolution spirituelle. Selon l'hermétisme, la notion de quantité et celle de qualité doivent, dans ce cas, être prises en considération. Le premier principe est lié à la volonté. La volonté, en tant que quantité, est le degré de sa puissance, en tant que qualité, elle est liée au but voulu ou désiré. 2. Le deuxième principe est l'intelligence. La même loi s'applique à cette dernière, l'intellect. Celui-ci doit aussi œuvrer selon sa double expression, puissance quantitative et orientation qualitative. L'aspect quantitatif de l'intellect dépend de la persévérance avec laquelle toutes les facultés mentales sont utilisées, la forme qualitative dépend de la nature des pensées émises et de la maturité spirituelle du penseur. 3. Le troisième principe est la vie émotionnelle, il est soumis aux mêmes lois, c'est-à-dire à l'aspect quantitatif qui s'exprime par la profondeur et l'intensité de l'émotion et l'aspect qualitatif qui réside dans la nature de ce qui est ressenti.
l'intensité de l'émotion, ou sensibilité émotive, dépend du degré de développement de l'être humain et est d'une importance décisive. 2. Les forces électriques et magnétiques. Ces forces ont également d'autres fonctions que celles qui viennent d'être décrites. Puisque ce qui existe ne peut être maintenu en vie que par une nourriture appropriée, le corps spirituel doit donc aussi être alimenté. Les hermétistes peuvent se poser la question, par quoi ou de quelle manière le corps spirituel peut-il être nourri ? Ainsi que je l'ai précisé, les forces électriques et magnétiques sont toujours actives, parce qu'elles sont branchées sur leurs sources respectives et qu'elles représentent celles-ci dans le corps spirituel, c'est pourquoi elles s'écoulent constamment. Les nouvelles impressions, en provenance des plans mental, astral et physique, constituent la nourriture voulue. Cependant, si les sens sont fatigués, il en résultera un éveil anormal ou bien une perte de puissance mentale quelle que soit la partie du corps affectée. On devrait toujours se souvenir que l'usage normal des sens provoque une certaine perte des fluides électriques et magnétiques mais que ce manque est compensé par les capacités d'induction qu'elles possèdent toutes deux. Ainsi, le corps spirituel recevra-t-il une nouvelle alimentation subtile via les sens à l'aide desquels il se nourrit. À l'évidence, il ne s'agit pas de nourriture, au sens commun du terme, mais de la recharge de ces deux forces produites par les 5 sens. Là aussi, les aspects qualitatifs et quantitatifs sont d'une grande importance car le corps spirituel reçoit une charge quantitative, via les sens, laquelle, étant le support d'une certaine qualité, devient ainsi un combustible. Les qualités que le corps spirituel a intégrées, via les 5 sens, dépendent, en principe, de la nature des pensées de l'être humain et, par ailleurs, de la structure initiale de ce même corps. Il est recommandé d'élargir son savoir sur ce sujet par une intense méditation car en agissant ainsi l'hermétiste découvrira de nombreux mystères ayant trait à l'esprit et dont je ne peux faire état ici. Il doit bien connaître la constitution du corps spirituel et de toutes ses fonctions afin de pouvoir analyser le microcosme ou, pour employer un terme moderne, de le psychanalyser. Ce savoir exhaustif le rendra apte à utiliser à des fins personnelles l'une ou l'autre de ses fonctions aidant restaurer l'équilibre si cela est nécessaire par un entraînement approprié. Avec un dernier regard sur les fluides électriques et magnétiques, j'aimerais révéler d'autres réalités hermétiques. Il est connu, en sciences physiques, que l'électricité et le magnétisme ne sont pas seulement bipolaires mais que leur usage respectif peut être soit constructif ou destructif. Il en est de même des fluides électriques et magnétiques, ce processus ne se produit pas seulement sur le plan physique mais aussi sur le plan astral, dans le corps astral, et sur le plan mental, dans le corps mental, qui sont soumis aux mêmes lois. Dans leurs effets constructifs, les deux fluides sont les principes permettant le développement de l'esprit, ceci signifie qu'ils représentent tout ce qui est bon et noble. Les effets destructifs amènent le contraire, la différence entre ces effets devant être claire pour l'hermétiste qui doit travailler sur chacun de ces principes, par méditation, car ils représentent ce que les systèmes aussi bien religieux que mystiques appellent le bon et le mauvais en l'homme. Les principes constructifs et destructifs ont de vastes fonctions que je développerai. L'hermétiste devrait à présent consacrer toute son attention à l'esprit, la conscience de soi, qui est la véritable individualité de l'homme. J'ai souligné de nombreuses fois qu'il n'y a pas de qualité sans pouvoir et inversement, pas de pouvoir sans qualité. L'hermétiste sait déjà que la volonté, l'intelligence et l'amour sont, dans leur coopération mutuelle, la conscience en l'homme. Si, à présent, il réfléchit sur la conscience, il découvrira que ce qui est généralement appelé tel est, en fait, l'individualité de l'être, dans son sens le plus authentique. Chapitre 3. Les mystres de l'hermétique. Ici s'achève ce fragment. Les bandes enregistrées furent réquisitionnées lorsque France Bardon fut arrêtée en 1958. On pense qu'elles ont été détruites par la police. Dieter Rugeberg.